Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette session organisée par le comité éthique de l'ASFAR qui s'intitule Fin de vie en 2023, faut-il changer la loi? Donc c'est un sujet d'actualité brûlant, hein, vous le savez tous, qui nous concerne comme citoyens, mais aussi comme médecins anesthésistes réanimateurs qui avons à prendre en charge un certain nombre de fins de vie. Donc pour cette session, nous sommes quatre anesthésistes réanimateurs, tous membres du comité éthique de l'ASFAR. Donc je vous les présente. À ma droite, donc Élodie Brunel, qui est donc médecin anesthésiste à la clinique Croix du Sud de Toulouse. À ma gauche, Florence Plantet, qui est médecin anesthésiste réanimateur à la clinique générale Annecy. Et Gérard Audibert, qui est au CHU de Nancy et qui est secrétaire du comité d'éthique. Et donc moi-même, Pierre-François Périgaud, du CHU de Montpellier et président du comité d'éthique. Juste pour repréciser un petit peu dans quel contexte et pourquoi on a choisi une session sur ce sujet. En fait, le 13 septembre dernier, le président de la République a souhaité qu'il y ait un grand débat national sur la question de la fin de vie. Et ce débat national a été initié par un avis du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 139, dont on va parler, et qui a été rendu public le même jour que l'allocution du président de la République. Parallèlement à cet avis, une convention citoyenne a été créée sous l'égide du CESE, donc le Comité économique, social et environnemental, qui se réunit jusqu'à ce week-end, donc avec 9 week-ends de travail, 185 citoyens tirés au sort, qui doivent répondre à une question qui est: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc cette convention citoyenne doit rendre ce rapport demain et au président de la République qui d'ailleurs les recevra. Parallèlement à cette convention citoyenne, il y a eu des travaux et des concertations qui se sont conduites dans le même temps par le gouvernement et le Parlement. On évoquera aussi rapidement. Et puis, partout en France, des débats ont été organisés, notamment sous l'égide des espaces régionaux de réflexion éthique. Nous-mêmes, au niveau du comité éthique, vous avez peut-être pu le voir, puisqu'il a été mis sur le site de l'ASFAR et publié dans ANREA, une tribune qui s'intitulait « Éléments de réflexion des soignants en ce qui concerne la fin de vie ». Donc, nous allons tout de suite commencer par la première intervention d'Élodie. Je te laisse la parole, Élodie, qui est la loi aujourd'hui. Merci. Donc, la loi aujourd'hui, finalement un bref rappel pour démarrer sur l'évolution du cadre législatif, puisque sur presque 20 ans, il y a eu 4 textes majeurs. Le premier, 1999, qui donne accès aux soins palliatifs. Le deuxième, la loi Kouchner, et les lois Leonetti en 2005 et Claes-Leonetti. La première stipule le refus par le patient, le droit au refus par le patient de thérapeutique ou d'investigation, droit qui est renouvelé largement en promouvant l'autonomie du patient en 2002 par la loi Kouchner, qui est un droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable. La prise en charge de la douleur est largement développée et apparaît la notion de personne de confiance. Ensuite, 2 textes qui font suite à des rapports de mission parlementaire. Le premier, 2005, la loi Leonetti, qui renouvelle ce droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable, qui introduit la notion de double effet, les directives anticipées et les procédures collégiales. En 2016, ce droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable en fin de vie se transforme en devoir médical et apparaît une grande nouveauté puisque ce sont les nouveaux droits en faveur des malades, la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, avec une notion aussi importante, c'est que l'alimentation et la nutrition, l'hydratation artificielle sont considérées comme des traitements, donc avec la possibilité de les arrêter.
Les directives anticipées, il s'agit d'un écrit. Il peut être réalisé sur un formulaire ou un papier libre. Il rapporte la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitement. En 2016, ces directives anticipées sont devenues contraignantes pour le médecin qui doit les appliquer en dehors de 2 contextes, celui de l'urgence vitale ou s'il considère qu'elles sont inappropriées. Pour cela, s'il refuse d'appliquer ces directives anticipées, on va le voir dans le détail, ça constitue une des 3 conditions de réalisation de la procédure collégiale. Donc 3 situations, celles assez communes de décision de limitation ou d'arrêt de traitement pour un patient hors d'état d'exprimer sa volonté. La deuxième condition où il y a nécessité de cette procédure, c'est le recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et la troisième que l'on vient de citer, le refus médical d'appliquer des directives anticipées. Cette procédure collégiale est très codifiée. Elle peut être mise en place à la demande du médecin, de la personne de confiance, de la famille ou des proches, au vu des directives anticipées. Dans tous les cas, il s'agit d'inscrire cet avis motivé avec le recours à un médecin consultant extérieur, sans lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. Et si la procédure est collégiale, la réflexion est collégiale, la décision est toujours celle d'un seul médecin en charge du patient. L'inscription est obligatoire dans le dossier. Qu'en est-il de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ? 3 situations. 2, lorsque le patient est conscient, avec 3 conditions nécessaires cumulatives. Il doit être atteint d'une infection grave et incurable. Le pronostic vital doit être engagé à court terme. Et 3e condition, il doit présenter une souffrance réfractaire au traitement. La deuxième condition est assez proche. Donc c'est le patient conscient, mais qui décide d'arrêter un traitement et donc susceptible d'entraîner une souffrance, donc une condition possible de sédation. Et la 3e condition, plus fréquente en réanimation, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et le médecin décide d'un arrêt de traitement de maintien en vie, il applique une sédation après cette procédure collégiale. Et toujours, encore et toujours, une inscription dans le dossier motivée. Ça ne tient pas en une phrase, il faut l'argumentaire, l'avis du médecin extérieur et le témoignage auprès de la personne de confiance ou à défaut, la famille ou l'entourage et bien sûr la sollicitation, la recherche des directives anticipées si elles existent. La loi précise que cette sédation profonde et continue est possible à domicile. Donc en 2023, où en est-on ? Le premier article est très clair, toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne. Donc ce concept n'appartient à aucun camp, il s'agit bien d'un droit pour tous. L'article concernant la sédation, j'insiste sur le pronostic à court terme qui peut limiter peut-être certaines indications. Alors l'article suivant ouvre un peu la porte en amont pour une phase avancée ou terminale, mais là on n'est plus dans la sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais plus dans une sédation proportionnée et potentiellement intermittente, avec l'acceptation du double effet. Donc 2003 n'est pas fini. Je passerai la parole à mes collègues. Eh bien, merci Élodie pour ce survol de la loi Claes-Leonetti. C'est quand même extrêmement important qu'on puisse rappeler les grands principes de cette loi, puisque aujourd'hui on sait que dans la population elle est très mal connue, ce qui a été d'ailleurs retrouvé par la commission Falorni de l'Assemblée nationale qui était chargée d'évaluer la loi Claes-Leonetti, qui a rendu son rapport de synthèse cette semaine et qui montre bien que globalement cette loi elle est très mal connue, et un sondage BVA l'a confirmé aussi tout récemment fin 2022 sur des grands items comme les directives anticipées où 24% de la population seulement sait ce que c'est, et pour la sédation profonde et continue 35% de la population. Donc on voit bien qu'on est en train de réfléchir, et c'est un peu tout l'intérêt de cette session, d'essayer de réfléchir sur
une évolution éventuelle de la loi, mais il y a quand même un constat aujourd'hui qui est fait par tous, c'est que cette loi, elle est pas assez connue et pas assez appliquée. J'avais une question donc pour toi, Élodie. On est bien d'accord, parce que souvent il y a confusion sur la notion de procédure collégiale. Souvent on pense que la procédure collégiale ne s'adresse qu'à des patients qui sont inconscients. Et tu me confirmes que donc, d'après ce que tu viens de dire, ce n'est pas forcément le cas. On a des situations où on doit faire une procédure collégiale, même si le patient est conscient. C'est tout à fait. C'est le cas de la décision de mise en route d'une sédation profonde et continue. Les 2 premiers cas que je vous ai cités concernent bien le patient conscient, soit qui réclame un arrêt de traitement, soit mon premier cas, voilà, pour qui l'obstination déraisonnable est entamée. Et voilà. D'accord. Donc ça, je pense que c'était bien de le repréciser, parce que souvent ça ressort dans les questions pour lesquelles d'ailleurs on peut être sollicité au niveau du comité d'éthique. Peut-être aussi rappeler 2 éléments supplémentaires sur la loi de 2016. Dans cette loi de 2016 et par rapport à la loi de 2005, les mots avis de la personne de confiance et avis des proches a été remplacé par les mots témoignage de la personne de confiance et témoignage des proches. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est exactement ce que l'on fait quand on essaie de recueillir les volontés lors d'un prélèvement en vue d'un don d'organes. On recueille bien le témoignage des proches. En fait, l'idée, c'est de recueillir ce que le patient pouvait penser par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, et non pas l'avis de la famille par rapport à cette situation. Et ça, c'est vraiment très important, parce que pour les familles, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas à prendre la décision, que la décision, elle revient au médecin qui prend en charge. Et donc, c'est important de bien le redire pour que le poids de cette décision ne soit pas porté par les familles. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, parce que c'est souvent un reproche qui peut être fait, c'est de dire le médecin, il est tout puissant, et donc on ne lui donne pas de possibilité à la famille de s'exprimer. Si elle s'exprime, mais ce n'est pas elle qui doit décider, et ça leur évite de porter un poids important. Repréciser aussi, tu l'as bien dit, que c'est bien une procédure collégiale et pas une décision collégiale. Et que dans cette procédure collégiale, il n'y a pas de nécessité d'avoir forcément un consensus et une unanimité. En tout cas, la loi ne le précise pas. Mais en fait, en pratique, quand même, globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est assez rare qu'on prenne des décisions d'arrêt ou de limitation si l'ensemble de l'équipe n'est pas d'accord. Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Je regarde s'il y a des questions de la salle, mais pour l'instant, enfin des internautes. Mais pour l'instant, je n'en vois pas. Peut-être, je ne sais pas si vous avez, vous, des réflexions supplémentaires. Non, pas là-dessus. Peut-être juste préciser aussi, tu l'as dit, mais c'est bien de le repréciser, puisqu'on a des chiffres aujourd'hui sur une publication qui est en cours de révision, et donc qui va être probablement acceptée, où on a regardé la sédation profonde et continue chez des patients de réanimation, et bien repréciser que quand le patient est inconscient et que l'on décide de mettre un arrêt des traitements, on doit, c'est pas on peut, c'est on doit instaurer une sédation profonde et continue, alors que dans les 2 autres cas, c'est on peut, mais dans la situation du patient inconscient chez qui on arrête les traitements, c'est on doit. Et on a des chiffres qui montrent qu'effectivement, on n'est pas du tout sur du 100% aujourd'hui sur nos arrêts de traitement en réanimation. Donc, c'est quand même bien de le rappeler. Et puis après, peut-être aussi, pour terminer, sur les directives anticipées, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais nous, en tout cas, en réanimation, on en a quand même pas très, très souvent. Et je pense que vous le confirmez. Alors, moi, je n'ai pas trouvé vraiment de chiffres dans les réanimations françaises sur le nombre de directives anticipées. J'en ai trouvé à l'étranger, donc c'est très variable. Ça va de 2% à 11%.
Quand on regarde le sondage BVA, 18% de la population française aurait écrit des directives anticipées. Nous, on est très très interpellés par ce chiffre parce que c'est pas du tout notre ressenti. Je pense que vous êtes d'accord sur ça. Vous avez le même. Une option supplémentaire va peut-être s'offrir à nous, c'est que dès 2016 est inscrit dans la loi que ces directives anticipées pourront être enregistrées dans le dossier médical partagé, qui en 2016 était à l'état de germe, mais qui d'embryon, merci, mais qui commence à se développer pas mal. Et peut-être que la loi et l'information sur les directives anticipées va aussi être l'occasion de pouvoir mettre ces directives anticipées sur le dossier médical partagé. Eh bien, merci.